Oui, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de parler un thème qui intéresse beaucoup les pédiatres. Et je pense que euh, c'est un thème c'est un motif de consultation qui n'est pas toujours fréquent. Et souvent, si vous posez la question aux parents, quand ils viennent pour une angine, est-ce que le petit fait de l'énergie? Oui, ça ne dérange pas beaucoup de gens. Mais quand il pose la question et quand c'est un motif de consultation, il faut avoir, je pense, des idées très claires pour faire une bonne démarche diagnostique. Alors, on va passer deux cas cliniques. Un premier cas clinique qui est Aya, âgé de 6 ans et demi, qui a des antécédents de cystite à répétition depuis l'âge de 3 ans. Et elle consulte pour énurésie. Elle consulte pour énurésie. À votre avis, quels sont les éléments d'interrogatoire essentiels pour cette consultation d'énurésie? Le transit, oui. L'oxyurose. Est-ce qu'elle est primaire ou secondaire? Est-ce qu'il y a des symptômes diurnes ou pas? Très bien. Donc, je suis avec des gens qui connaissent bien le sujet sur l'énurésie. Effectivement, il faut savoir est-ce qu'il y a ou non des troubles du mictionnel diurne. Est-ce que cette fille a une pollakiurie, c'est-à-dire elle est souvent aux toilettes? Est-ce qu'elle a une impériosité mictionnelle? Et ici, je vais y revenir au moment où je vais parler de diagnostic, des diagnostics différentiels, faire la distinction entre impériosité mictionnelle et brûlure mictionnelle. Tim, tu es où? Tu es là. Alors nous, au Maroc, on a un gros problème de traduction des signes fonctionnels en arabe, et de les traduire en français dans notre tête. Alors quand on parle de brûlure mictionnelle, c'est hariq al-boula. Hariq al-boula. L'impériosité mictionnelle, c'est aussi hariq al-boula. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à retenir ses urines. Donc, quand on pose la question en arabe, wesh katchoutak al-boula, c'est égal brûlure mictionnelle. Je m'adresse aux jeunes. Et quand on dit ça, c'est l'impériosité mictionnelle. On a un mot qui veut dire deux choses. On peut confondre facilement les brûlures mictionnelles, les impériosités mictionnelles. Or, la conséquence, elle est différente. La brûlure mictionnelle, c'est synonyme de l'infection, alors que l'impériosité mictionnelle, c'est des troubles mictionnels. Voilà, donc fermons la parenthèse. Il faut chercher aussi s'il n'y a pas de fuite diurne et s'il y a des brûlures mictionnelles, c'est-à-dire qu'à le boula. Le CBU, il faut revoir les CBU qu'a fait cette fille, parce que souvent, moi j'ai eu dans ma carrière beaucoup d'enfants qui m'ont été confiés pour des infections urinaires à répétition. En fait, ce sont des enfants qui ont eu des ECBU. Certains ECBU étaient strictement normaux, c'est-à-dire sans leucocyturie, sans germes, ou parfois des leucocyturies, des germes sans leucocyturie. Alors, il faut toujours chercher, quand on vous dit que la fait des infections urinaires des cystistes, s'assurer que c'était réellement des infections urinaires. Et chercher est-ce qu'il y a de la constipation ou pas. Alors, elle avait une pollakiurie, une impériosité mictionnelle, des fuites urinaires diurnes, et elle avait une énurésie primaire, c'est-à-dire elle n'a jamais été propre. Quant à son transit, elle a toujours été constipée. 2 SCBU sur 4 étaient stériles sans leucocyturie. Son examen clinique était normal. Sa bandelette urinaire au cabinet était normale. Quelle est votre conduite? Et puis, on va finir notre communication. Hein? Traiter la constipation. L'échographie. Comment? Rechercher le résidu mictionnel. Là, j'ouvre encore une parenthèse pour qu'on soit très pratique. Comme ça, je gagne du temps sur le reste de la communication. Quand vous faites un banc d'échographie, ne faites pas échographie abdominale. Échographie abdominale avec précision, recherche de résidus post-mictionnels et mesure de l'épaisseur de la paroi vésicale. C'est très important. On va voir pourquoi c'est très important. Bien sûr, le reste. Parce que l'écho abdominal va vous donner les reins, comment ils sont, la différenciation corticomédulaire, l'index. Il va vous donner tout. Il va vous donner vessie normale ou vessie à contenu transsonore, mais il faut vraiment qu'il mesure la paroi vésicale. Et rechercher le résidu post-mictionnel n'est pas systématiquement fait dans les échographies. Voilà, elle a certainement sur le plan clinique, vu les symptômes qu'elle a, une instabilité vésicale ou ce qu'on appelle une immaturité vésicale. L'échographie abdominale est fortement recommandée, comme vous l'avez dit.
Et l'échographie de Aya était normale, mais sa vessie était à paroi épaisse, avec un résidu post-mictionnel non significatif. Et vous imaginez bien sûr le diagnostic. Cas clinique numéro 2. Là, c'est un garçon. C'est Saïd, âgé de 8 ans, qui consulte pour énurésie. Pas d'antécédent d'infection urinaire comme Aya, aucun. Son père est unurétique. Et il a une énurésie primaire, et c'est son père qui le ramène pour la consultation. Il est dérangé, ils n'ont pas envie que son fils reste énurétique. Quels sont les éléments d'interrogatoire aussi ici essentiels pour la consultation d'une énurésie? Oui. Mm-hmm. De violence, d'action. Je crois que je n'ai même pas besoin de faire la conférence, vous savez tout. Je n'ai pas besoin. Bravo. Donc, c'est la même chose. Tout ce que vous avez dit sur ce qu'on avait soulevé avant. Et pour lui, Saïd était polyurique et même s'il est réveillé par sa mère, après, il peut remouiller son lit. Quand il est réveillé par sa mère, il ne mouille pas son lit, mais parfois même réveillé par sa mère, quand il se recouche pour faire, il peut mouiller son lit. Combien il me reste de minutes? Hein? Il est où? Ah, Mziane. Donc, je finirai à l'heure. Alors, je me suis permise de vous faire un petit rappel de la physiologie de la miction. C'est bon toujours de se rappeler de la physiologie, comme ça nous permet de situer les pathologies. Alors, la physiologie de la miction, la miction, elle est très simple. Alors, j'espère que je ne vais pas... Comment je fais pour ça? Voilà. Alors, la continence, la vessie, pour qu'elle puisse se remplir et pour qu'elle reste continente, il faut que les stimulus sur le sphincter strié soient importants, qu'on ferme ce sphincter et que le détrusor se relâche pour qu'il se remplisse. Pendant la miction, c'est le contraire qui se passe. On relâche nos sphincters et on contracte notre détrusor pour vider la vessie. Et ces stimulations sont faites par le système parasympathique. Alors, le contrôle de la miction se fait grâce à tout un système nerveux. Le sphincter lisse, il est sous la dépendance. Elle est où ma fléchette? Je vais la retrouver. Elle est, je sais pas. Oui. Le sphincter lisse, il est sous le contrôle du système parasympathique et le strié sous contrôle volontaire. Je crois qu'il n'y a plus de pile, la fléchette. Alors, non, j'ai besoin de ma flèche. Ah, si, elle est là. Alors, l'évolution de la pression urétrale, l'urètre, le bas de la vessie. Qu'est-ce qui se passe pendant la miction? Alors, pendant que la pression vésicale PV, c'est la pression vésicale, elle augmente, elle arrive à un pic. Là, on a envie de vider sa vessie. Ça, on n'arrive plus à retenir. Et pour vider la vessie, il faut que... Alors ça, c'est la pression au niveau de l'urètre. Elle est importante. Et là, c'est le sphincter c'est l'électromyogramme. Le sphincter, le muscle strié, il se contracte. Au moment où on doit vider, il se relâche. La pression dans la vessie baisse et la pression au niveau de l'urètre, elle baisse pour qu'on puisse faire notre miction. Alors, pour acquérir le contrôle mictionnel, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la vessie automatique, c'est la vessie du bébé. Et puis ensuite, la vessie mature, il y a une conscience de la répulsion vésicale, mais on n'arrive pas encore à retenir, il y a des accidents. Ça se passe entre 1 et 2 ans, et puis ensuite, la vessie mature, c'est la vôtre et la mienne, sauf quand on dépasse les 60 ans, ça devient un peu difficile. Alors, tout ça, il y a un impact de l'environnement psychosocial, la façon dont on a appris la propreté à l'enfant. L'environnement psychosocial, c'est-à-dire, est-ce que c'est un enfant vit dans un environnement social sain? Est-ce que, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, est-ce qu'il est victime de violences, de sévices, de maltraitance, etc. Tout ça va influencer négativement le contrôle sphinctérien.
Alors, l'acquisition de la propreté, elle se fait entre 18 et 24 mois. Il commence à avoir conscience du besoin d'uriner. C'est là où on commence. Pour les petites filles, vers 2 ans. Pour les garçons, un peu plus tard, vers 3 ans. Alors, apprendre à enlever la couche, à commencer à contrôler. Entre 2 et 4 ans, la continence, elle est acquise. Sauf que c'est la mode actuelle. Toutes les crèches et tous les jardins, dans les écoles, il faut leur ramener le bébé sans couche. Alors parfois, il y a la pression des parents sur l'enfant pour qu'il enlève la couche avant qu'il fasse rentrer en maternelle. Et ça crée des problèmes au niveau de l'acquisition de la continence. Entre 2 et 5 ans, il y a ensuite la continence nocturne. Si je parlais de la diurne, nocturne, c'est le soir. On commence à avoir une capacité d'éveil, à se réveiller quand on a envie de faire pipi. Et il y a une augmentation de la capacité vésicale. Et il y a la régulation nictémérale de la sécrétion d'ADH au niveau cérébral. Alors maintenant, je vais vous aborder une des causes des énurésies qui est les problèmes au niveau vésical, c'est l'instabilité vésicale ou l'immaturité vésicale. Comme son nom l'indique, elle a sa base physiopathologique sur l'activité de la vessie. Il y a une hyperactivité vésicale. Cette vessie, au lieu qu'elle se laisse relâcher pour se remplir, elle ne se relâche pas suffisamment. Et donc, c'est une vessie qui pose problème au niveau continence. Il y a une hypertrophie du sphincter urétral, le sphincter strié, qui gêne, qui ne s'ouvre pas. On n'est pas encore dans le dysfonctionnement vésico-sphinctérien, mais on a un problème d'adaptation et de la normalisation de la continence et de la miction. Elle s'exprime par les troubles dans la journée diurne, c'est-à-dire ce n'est pas une énurésie que l'on va voir tout à l'heure, nocturne, monosymptomatique. Alors, énurésie nocturne, moi je n'aime pas cette définition, parce que l'énurésie, c'est faire pipi la nuit, et nocturne, c'est la nuit. Donc, c'est comme si on dit la même chose. On dit deux choses, mais c'est la seule dénomination et définition pour lesquelles les urologues étaient d'accord et les néphrologues étaient d'accord. Donc, c'est des troubles dans la journée accompagnant une énurésie, qui est souvent primaire, dans la majorité des cas. Là, c'est dans ces cas où il y a des risques d'infection urinaire. Les enfants qui font des énurésies, qui avaient des infections urinaires, sont des instabilités vésicales jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire, la preuve du contraire, la preuve viendra par l'examen, par l'interrogatoire, par l'écho et par l'examen clinique. Tout ça fait qu'on dit ce n'est pas une instabilité vésicale, mais moi personnellement, j'ai jamais vu de trouble dû à l'accompagnement d'une énurésie sans être une instabilité vésicale, ne serait-ce qu'une instabilité vésicale à minima, parce qu'il y a aussi des degrés. Alors, toujours, il y a un risque même de reflux secondaire. Et on avait présenté dans un des congrès, je ne me rappelle plus lequel, quand on avait fait une table ronde sur le reflux vésico-urétéral. Et moi, j'avais présenté des observations de reflux secondaire. Et il y avait le cas la fille d'une collègue médecin qui avait une vessie instable, vessie mature, avec un reflux secondaire. Et pour qu'elle ne fasse pas opérer sa fille, on a eu du mal, le professeur Ferry et moi, à la convaincre, mais alhamdoulilah, on l'a convaincue de ne rien faire et de traiter la vessie, et ensuite le reflux disparaîtra. Effectivement, le reflux a disparu. On avait présenté les échographies, la cystographie avant le traitement, et puis les explorations par la suite. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, les reflux vésico-urétéral secondaires, et là pour les jeunes, pyélonéphrite des filles de plus de 3 ans, c'est égal instabilité vésicale. Parce que vous allez traiter la pyélonéphrite, elle va rentrer chez elle, 2 mois ou 1 mois et demi plus tard, elle va y refaire une autre. Et alors que vous n'avez pas vu sur l'échographie précédente une petite anomalie au niveau de la vessie, c'est comme l'instabilité vésicale, c'est comme la valve de l'urètre postérieur chez le garçon. Moi, j'aime bien faire ce comparatif. Sauf que la valve de l'urètre postérieur chez l'enfant, elle s'exprime dès la naissance et avant la naissance, avec tout le cortège, alors que l'instabilité vésicale chez la fille, elle s'exprime à partir de 3 ans, 4 ans, par des cystites ou des infections urinaires hautes. Alors, c'est l'âge de l'instabilité vésicale, c'est d'abord le sexe, c'est souvent la fille, et 3/4 des cas, c'est les filles.
vers la moyenne d'âge, c'est 7 ans, mais c'est à partir de 3-4 ans qu'elle commence à s'exprimer. Souvent, c'est des infections urinaires basses. Dans toutes les séries, ça peut être en 30, voire 70% des cas. Et dans le reflux vésico-éthéral est souvent retrouvé. L'expression clinique, c'est des enfants qui ont du pipi au lit, ils font de l'urésie. Ils ont l'impériosité mictionnelle. Et cette impériosité mictionnelle, c'est des enfants qui n'arrivent pas à retenir. Et ils sont toujours en train de courir dernière minute. Quand vous posez la question aux parents, ils disent, écoutez, lui, il est toujours à dernière minute en train de jouer. Il ne veut pas aller faire pipi. Si je lui dis pas d'aller faire pipi, il ne le fera pas. Il est toujours en train de courir pour aller aux toilettes. Alors là, l'impériosité mictionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la distinguer des brûlures mictionnelles. La pollakiurie, c'est des enfants qui vont souvent aux toilettes, c'est-à-dire quand ils font, par exemple, Casa Marrakech, ils vont s'arrêter plusieurs fois. À un moment, je veux descendre faire pipi. À l'école, à la récréation, ils arrivent difficilement à attendre la récréation, toujours en train de vouloir aller aux toilettes. Et parfois, étant contrariés, c'est ce qui arrive souvent à l'école, les profs, ils n'aiment pas laisser les enfants aller aux toilettes pendant le cours. Ils les empêchent de partir. Alors du coup, c'est des enfants qui ne retiennent parfois pas bien et donc ils font pipi ou une fuite au niveau de la culotte. Ils ont des attitudes particulières. Chez le garçon, on l'appelle le squatting. Je pourrais pas le faire. S'assoient, ils doivent pincer leur verge pour ne pas la coince entre les jambes. Les filles se croisent les jambes, donc tout le temps en train de faire comme ça, parler et danser comme ça pour retenir, parce que quand ils font comme ça, ils croisent les muscles releveurs de l'anus et donc ils croisent, ils améliorent le tonus du sphincter externe et donc bloquent la vessie pour qu'elle ne se vide pas. Ce sont des enfants, je viens de le dire, qui peuvent avoir des infections urinaires, mais souvent, quand ils bloquent, quand les muscles releveurs, quand ils cravatent, alors la physiologie cravate la vessie, mais aussi, quand ils se contractent, ils contractent aussi le sphincter anal, et donc ils retiennent. Donc ce sont des enfants qui font, en plus de la constipation, ils font des rétentions stercorales importantes, et parfois aussi peuvent avoir de l'encompresie. Un enfant qui fait pipi au lit, mouille sa culotte dans la journée, et là une encoprésie, c'est une instabilité vésicale jusqu'à la preuve du contraire, ou des troubles fonctionnels ou des dysfonctionnements vésico-sphinctériens graves. Ça, je vais en parler dans le diagnostic différentiel. Ça va, tout est clair pour l'instant? Je suis rapide. Il me reste 13 minutes. Alors, les postures caractéristiques, je viens d'en parler. Les facteurs favorisant la stabilité, on a parlé de la constipation, l'infection urinaire, elle déstabilise, les oxyures. Alors, la traduction aérodynamique, j'ai un schéma. Alors, qu'est-ce qui se passe là, ça c'est la physiologie normale que vous avez montré tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, au lieu que la vessie se contracte de manière régulière, il y a des contractions ici importantes au niveau de la vessie. Alors, ça c'est au début, quand la vessie est plus ou moins, la pathologie est tout début, il arrive, quand il contracte, à avoir un flux laminaire des urines. Puis ensuite, quand l'instabilité vésicale s'installe et que l'enfant, le trouble pérennise, on va avoir même parfois une chambre sous-vésicale qui fait que les urines, au lieu qu'elles descendent comme ça, fassent un tourbillon. Et c'est dans cette étape où on a souvent des infections urinaires. Et ça, la traduction radiologique est là. Donc, cette chambre sous-vésicale, on ne fait plus les cystos systématiques, mais si on la faisait, on trouverait ça. C'est comme l'équivalent de la valve postérieure chez le garçon. Donc, l'évolution de l'instabilité vésicale, si on la traite pas, c'est une évolution vers vraiment un trouble au niveau du fonctionnement sphinctérien. Et on peut avoir des reflux vésico-urétéral secondaires. Alors, il y avait des travaux, je fais un résumé de l'évolution des reflux vésico-urétéral, du reflux par réflexe vésico-urétéral sous traitement médical, sous traitement médical de l'instabilité. Alors, 3 fois plus de résolution, disparition complète du reflux avec traitement de l'instabilité vésicale. Et dans d'autres séries, c'est 53% de disparition du reflux sous traitement. Alors, la même chose pour les infections urinaires.
Alors, un petit tableau de diagnostic différentiel, un enfant qui mouille sensible dans la journée ne veut pas dire uniquement instabilité vésicale. Ça peut être aussi, alors bien sûr, on a éliminé une cause organique, des troubles neurologiques, un enfant qui a des pathologies neuroméningées, des pathologies médulaires. Alors, quand on a des fuites diurnes, une érésie avec trouble diurne, soit il y a tendance pour l'acurie, qu'on est plus vers l'instabilité vésicale, ou plutôt c'est un enfant qui fait peut-être 1 ou 2 fois, voire maximum 3 fois pipi dans la journée. Donc, nous sommes ici dans un véritable dysfonctionnement vésico-sphinctérien. C'est toute une pathologie dont je ne vais pas parler. Et il n'y a pas de trouble diurne, c'est des nurésies sans trouble diurne, parfois réveillées par le besoin. Donc ça, c'est une instabilité vésicale à minima. Et quand il n'est jamais réveillé, c'est une énurésie nocturne monosymptomatique. Alors, le traitement de l'instabilité vésicale doit tenir compte de tous les facteurs qui favorisent l'instabilité. En particulier, il faut traiter les contractions inappropriées du détrusor, c'est des anticholinergiques, traiter la constipation, l'oxyurose, veiller à l'hygiène intime et la survenue d'infections urinaires. Et son traitement, bien sûr, est multimodal. Le traitement inclut tous ces facteurs favorisants et en ajoutant l'oxybutynin en 0,2 à 0,3 mg par kilo par jour en 3 prises pendant au moins 3 mois avec un arrêt progressif. Et s'il rechute, on peut reprendre une autre cure. Il ne faut jamais prolonger au-delà de 6 mois. Alors, je vais vous montrer les conseils que je donne pour les enfants qui ont l'instabilité vésicale. Je leur dis tous, garçons et filles, de ne plus faire pipi, garçons, de ne plus faire pipi debout, de s'asseoir sur le siège le siège toilette, de s'asseour et de baisser. Alors, tous les enfants, vous savez, la mode d'abord, c'est les pantalons, ils collent, hein. Même vous avez tous des pantalons, vous n'avez plus les pans larges des années 60, ils sont tous très slim. Alors, les filles, souvent, elles baissent le pantalon ou les garçons, et le pantalon reste à mi-cuisse. Donc, il faut leur demander de baisser le pantalon jusqu'aux chevilles, d'écarter les genoux. Ça permet aux enfants qui sont un peu obèses de séparer ses cuisses pendant qu'ils font pipi. Il faut qu'ils ne fassent pas pipi en forçant. Alors, un petit tabouret, il faut que le genou soit plus haut que le bassin, et que quand ils fassent pipi, ils ne fassent pas pipi comme ça. Non, il faut faire pipi doucement. Alors, on m'appelle Madame Psht. C'est mon surnom. Voilà. Alors, ça, c'est l'instabilité vésicale. Si vous donnez un traitement, vous ne donnez pas ces conseils, ça ne sert à rien. Parce que si un enfant prend des anticholinergiques très sans constipation, continue à faire pipi debout, le garçon, quand il fait pipi debout, il contracte ses muscles releveurs de l'anus. Et donc, il continue à contracter son sphincter externe, il continue à dire à cette vessie, toi, tu as envie de te vider, moi, j'ai pas envie de me relâcher. Donc, il faut que l'enfant dise à sa vessie, quand toi, tu veux te vider, moi, je vais me relâcher. Voilà. Alors, si ces conseils ne sont pas faits, ce traitement ne sert à rien. Et vous allez avoir des infections urinaires, etc. J'entame rapidement l'énurésie nocturne monosymptomatique, qui est quoi? On l'a dit, vous l'avez bien dit, vous connaissez peut-être mieux que moi. C'est un état transitoire. Dans la salle, il y a parmi vous ceux qui étaient énurétiques et ne le sont plus. C'est un état transitoire, c'est pas une maladie, c'est un état transitoire physiologique, entre guillemets, qui disparaît avec l'âge. Il faut faire une anamnèse bien conduite et une démarche clinique rigoureuse. L'anamnèse, on en a parlé, et c'est souvent les garçons, alors que l'instabilité vésicale, c'est la fille. Hana mousawat. Lakum walana mashakiluna. Voilà. Fréquence à 5 ans, 15%. À 15 ans, la fréquence diminue parce qu'il y a un taux annuel de guérison de 10%. Et donc, à 15 ans, il y a seul 1% des enfants sont énurétiques. Facteurs génétiques, il y a les caractères familiales qui ont été démontrés. Quand 2 parents sont énurétiques, il y a le risque de 77%. Quand c'est un seul qui est énurétique, le risque est de 40%. Et quand le papa est énurétique, ce risque est au-dessus de 44%. Les parents indemnes, il y a quand même un risque de 15%. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait pipi au moins, mais il y a l'oncle, la tante, etc. Il y a des marqueurs génétiques qui sont identifiés dans le cadre de l'étude du diabète insipide néphrogénique. C'est le gène ENUR1, celui qui est porté sur le chromosome 13, le BRAQ, le 8Q et le 12Q. Il y a d'autres gènes qui étaient en cours d'identification. Alors,
la polyurie nocturne monosymptomatique, elle est nocturne, c'est une perturbation du cycle nectémérien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réabsorption tubulaire d'eau qui est réduite parce que le taux d'ADH est bas et une augmentation du volume urinaire qui dépasse sa capacité vésicale. Dieu nous a créés de telle manière, je trouve que la machine humaine est très compliquée. Il a fait de telle manière qu'on sécrète l'hormone antidiurétique quand on dort. Et le pic baisse vers 4 heures du matin. C'est-à-dire, quand on fabrique l'hormone antidiurétique dans la journée, elle est stand-by. Quand on se met au lit, elle commence à se fabriquer, elle augmente au niveau d'un taux. Bien sûr, on a un taux résiduel dans la journée. Elle augmente quand on se couche dans la nuit. Et son rôle, c'est quoi? C'est qu'on ne fabrique pas d'urine, qu'on puisse dormir. Et quand le lever, le taux d'ADH, il baisse. Donc, on commence à fabriquer des urines et il faut se lever et il faut aller aux toilettes. Et donc, ce rythme, chez certaines familles, il n'est pas régulier. Voilà ce que je cherchais mon mot. Donc, les facteurs psychologiques, on en a parlé tout à l'heure, l'éducation, le vécu culturel, l'environnement familial. Alors, c'est des enfants qui ont des troubles du sommeil, ils ont une capacité d'éveil difficile, mais quand un enfant a une réussite, il dort, il a un sommeil profond, il est mouillé, il ne se réveille pas. Et c'est classique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des études du sommeil. Madame Chabrol, elle est avec nous dans ce congrès. Elle a fait une très belle étude sur le sommeil et des enfants énurétiques. Alors, les enfants énurétiques ont un sommeil qui est correct. Mais la capacité d'éveil, elle est réduite. C'est-à-dire que quand on dort, quand on entend un bruit, on est capable de se réveiller. Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité d'éveil. L'enfant énurétique, sa capacité d'éveil, elle est basse. Ça veut dire qu'il ne se réveille pas facilement. Il faut lui mettre du temps pour se réveiller. Alors, par contre, il reste 4 minutes. Ah, c'est inclus discussion, pardon. Alors, je passe, pardon. Alors, non, je suis en train, tu m'as perturbé, je suis en train de passer en l'envers. La démarche diagnostique, on l'a faite, la prise en charge, il faut différencier l'énurésie nocturne de l'AVC instable, des mesures générales, on en a parlé, surtout les conseils au niveau mictionnel, et les traitements spécifiques, je préfère beaucoup l'alarme sonore, à partir de 7 à 8 ans, ce délai d'action, il ne commence pas à marcher avant 1 mois, et la durée, elle est de traitement pendant 2 à 4 mois, mais elle est excellente, très bon succès, 95%, et les rechutes sont faibles. Alors, ce type d'alarme, voilà, peut-être qu'on en parlera à la discussion. Les traitements pharmacologiques, seuls les traitements pharmacologiques communs, il y en a dans notre pays. Alors, il faut tenir compte de l'effet placebo, c'est-à-dire on ne traite pas un enfant énurétique immédiatement par l'alarme ou immédiatement par un médicament. On donne le conseil, on le revoit 2 semaines ou 3 semaines après. 20-40% des enfants, après, ils n'ont plus rien. Donc, continuez à traiter ceux qui, pour les conseils, n'ont pas marché. Alors, plusieurs médicaments ont été utilisés. Oubliez tout ce qui a été utilisé. Retenez un seul médicament, la vasopressine. Son rôle, c'est de diminuer le débit urinaire nocturne et elle est efficace dans les formes polyuriques. Les enfants pour lesquels vous avez donné le minérale et que ça n'a pas marché, c'est des enfants qui n'étaient pas polyuriques. C'est quoi polyurique? C'est un enfant, quand il mouille son lit, les parents le réveillent, le changent, il se recouche, il remouille son lit, et il est jusque-là au niveau urine. Ça, c'est les formes polyuriques. C'est ces formes pour lesquelles marche le médicament et pour lesquelles ne marche pas l'alarme. Alors, les doses sont indépendantes du poids. Maintenant, on a le MELT. On peut aller entre 120 et 240 microgrammes. Durée 3 mois de traitement minimum. Les rechutes peuvent être rapides à l'arrêt du traitement. Donc, il faut toujours démarrer le traitement de l'énurésie en hiver et peut-être reprendre une autre cure l'hiver d'après. Sinon, ça ne marche pas. Je laisserai ce tableau à la fin pour qu'on puisse aussi le discuter. Alors, au début, on fait un calendrier mictionnel. On donne le minéral MELT le soir pendant 2 semaines. Si ça marche, tant mieux. On donne le traitement 3 mois. Alors, un comprimé, ça marche pas, on double la dose. Et si ça marche en continu, ça marche pas, on le remplace par l'alarme sonore. Alors, l'alarme sonore, c'est la même histoire. On la démarre. Elle marche, on la garde 3 mois. Elle marche pas tout à fait bien, on rajoute le minéral. Et s'il y a un échec total, il faut carrément enlever l'alarme, remplacer par le minéral et revoir tous les problèmes dont j'ai parlé, surtout psychologiques.
Voilà. Alors, les nurésies de l'enfance sont assez fréquentes. La monosymptomatique, c'est le garçon. L'instabilité vésicale, c'est la fille. Leur diagnostic positif est facile, ça ne demande pas d'examen complémentaire, c'est la clinique. Et leur prise en charge est simple. Il faut s'assurer du caractère monosymptomatique, c'est suivre une démarche que je vais laisser à la fin, bien codifiée, et surtout ne pas oublier les mesures générales. L'alarme sonore et la vasopressine sont les 2 traitements essentiels. Et je laisserai ça pour pouvoir peut-être discuter, la laisser pour la discussion. C'est bon, j'ai fini, voilà.